à toutes et à tous. Donc, je suis Adèle Boissy, je suis chercheuse au laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains, le LESU, entre l'École des Ponts ParisTech et l'Université Paris-Créteil. Et je vais présenter notre projet avec Olivier. Bonjour à tous, Olivier Ramalho, chercheur au Centre scientifique et technique du bâtiment à la direction Santé Confort et coordinateur métrologique aussi au sein de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Donc on va vous parler de biocides dans les poussières sédimentées intérieures. Donc dans ce projet, on a couplé plusieurs instituts, mais aussi plusieurs disciplines. Donc on est à l'interface entre les sciences de l'environnement, la chimie analytique et aussi les sciences humaines et sociales. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un biocide ? Donc les substances biocides, étymologiquement, c'est des substances qui tuent la vie et qui sont utilisées un peu partout pour à la fois prévenir et lutter contre tout développement de nuisibles, entre guillemets. Donc il y a différents usages et chacun d'entre eux a un texte qui le réglemente. Donc on a d'abord les usages biocides, donc c'est l'utilisation dans beaucoup de matériaux du bâti, pas que le bois. Donc le bois, mais aussi tout ce qui est peinture, enduit, etc. ou matériaux isolants. Donc dans cette réglementation, il y a aussi tout ce qui est lutte contre les nuisibles, donc insectes et autres, la désinfection. Mais ces mêmes molécules peuvent être aussi utilisées pour d'autres usages, comme les usages pesticides, les usages cosmétiques, donc en tant que conservateur par exemple, ou en tant qu'additif ou principe actif dans certains pharmaceutiques ou produits vétérinaires. Donc vous avez ici la liste des substances qui nous intéressent dans ce projet, et en fait ce qu'on peut noter, c'est que certaines molécules sont interdites en tant que pesticides, mais sont encore autorisées en tant que biocides, par exemple dans le bâtiment. Donc la littérature nous a montré qu'il y avait un transfert de ces substances depuis l'usage vers l'environnement, avec des risques potentiels à la fois pour la santé humaine et les écosystèmes donc aquatiques, ce qui est notre compétence initiale au LESU, donc avec des épidémies d'allergies, des risques de perturbations endocriniennes, de leucémie, etc. Et aussi de résistance aux antibiotiques. Donc au LESU, on s'intéressait d'abord à ces biocides dans les eaux urbaines et leur transfert vers la Seine. Et donc, une thèse qui a eu lieu, qui a permis d'identifier certains biocides d'intérêt, de développer une méthode d'analyse au laboratoire pour les quantifier dans des matrices environnementales. Et nous avons pu étudier la contamination des eaux urbaines avec ces molécules et identifier des principales sources. Et on s'est rendu compte que les sources domestiques, donc, à l'intérieur et dans le bâti, avaient peut-être été sous-estimées quand on étudie la contamination des milieux aquatiques par rapport aux usages de plutôt pesticides, qui pour certains sont interdits, mais si on les retrouve toujours, ça peut être aussi une source urbaine. Donc on s'est intéressé par la suite, dans le cadre de la thèse de Pierre Martinage, qui est ici, aux risques sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation domestique de biocides, l'évaluation des émissions dans l'air intérieur et les eaux usées. Donc pour faire ce travail, on avait besoin de l'expertise sur la qualité de l'air intérieur et dans l'usage domestique. C'est pour ça qu'on a lancé le projet BiocidDust et qu'on a voulu travailler avec le CSTB. Nous, au CSTB, effectivement, on s'est intéressé aux poussières parce que c'était une voie d'exposition par ingestion, notamment chez l'enfant, et également que c'est une matrice très intéressante parce qu'elle garde en mémoire tout ce qui a été utilisé dans l'espace intérieur, et les poussières étant à l'interface entre l'air et les surfaces voient s'accumuler en fait ces substances qui peuvent avoir des temps de résistance relativement longs dans le logement. Et à cette occasion, on suit également tout ce qui est on réalise en fait des mesures dans les poussières, dans les campagnes nationales qu'on peut mener pour documenter les niveaux d'exposition, notamment au travers des campagnes nationales menées par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et dans ce cadre, on a été amené à établir des protocoles pour la collecte des poussières, notamment dans les logements et les écoles. Et donc ainsi, on a pu réaliser des premiers états. Alors on s'est intéressé d'abord aux composés organiques semi-volatiles, à certaines familles chimiques, notamment les plastifiants, les phtalates, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, certains pesticides organochlorés et organophosphorés, les polychlorobiphényles, les retardateurs de flamme bromés, des muscs synthétiques et le plomb. Et donc on a regardé à la fois dans les logements et dans les écoles. Et puis plus dernièrement, on a fait un focus vraiment sur les pesticides, cette fois-ci en partenariat avec l'ANSES,
au travers de 2 campagnes, l'exposition des riverains de champs viticoles aux pesticides, et puis une deuxième campagne nationale logement que je coordonne, et dont l'exploitation de ces campagnes est en cours, et les publications sont prévues normalement l'année prochaine. Notre champ d'expertise couvre aussi tout le traitement et statistique de données à grande échelle, et notamment des méthodes d'échantillonnage statistique pour établir une représentativité nationale, passer de l'échantillon à un parc de résidence, dans lequel on va établir des distributions de concentration et regarder les corrélations entre les substances, croiser les résultats de mesure avec les caractéristiques environnementales, les données d'usage, que ce soit par approche bivariée et également par approche multidimensionnelle, en comparant les différents profils que l'on peut retrouver, ainsi que rechercher les déterminants, c'est-à-dire rechercher les facteurs qui contribuent à la variation de ces concentrations par modèle explicatif qui peuvent être également multiniveaux. Donc c'est dans ce cadre effectivement qu'on a collaboré avec le LESU pour répondre à l'appel à projet amorçage. Et donc c'est le LESU qui porte le projet. Donc c'est un projet qui a démarré d'avril 2022 à mars 2024, même si finalement la convention n'a été signée que très tardivement. On voit que la convention a été signée en avril 2023. Les objectifs de ce projet, c'est de mesurer la contamination en substances biocides dans les poussières sédimentées, de préciser le lien éventuel qu'il y a entre exposition des occupants et pratiques domestiques, et d'évaluer également le risque et la perception par les usagers, et en cherchant également à voir s'il y a des changements de pratiques liés au COVID, à la Covid-19. Donc dans une première partie, on va vous présenter tout ce qui relève de l'évaluation de la contamination en biocides des poussières sédimentées intérieures. Pour cela, on a collecté des échantillons, donc des échantillons dans des environnements scolaires, donc des échantillons qui proviennent notamment des campagnes réalisées par le CSTB entre 2014 et 2017, qui proviennent d'écoles maternelles et d'écoles élémentaires, et qui ont été aussi accompagnés d'échantillons qui ont été collectés dans les écoles à Charenton-le-Pont, donc 6 écoles maternelles et 7 écoles élémentaires. Des prélèvements d'échantillons dans les logements franciliens ont été réalisés également sur la période 2021 à 2023. Et associé à ces prélèvements, il y a toute une récupération de métadonnées par questionnaire et entretien pour déterminer les caractéristiques de ces environnements intérieurs et les usages qui en découlent. Avec une méthodologie d'analyse que va vous présenter Adèle. Donc très rapidement, les échantillons sont prélevés par des aspirateurs et on collecte le sac d'aspirateur chez les gens, donc sur à peu près une durée de 1 mois. Donc ensuite, on réalise un tamisage, une extraction et puis une analyse par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem. Bon, je passe vite. Donc il y a un stage qui a été financé par le projet pour valider appliquer la méthode que nous on avait développée au LESU à la matrice poussière et vérifier un certain nombre et valider la méthode. Donc voilà, on a précisé que la convention a été signée un peu tard, c'est parce qu'on n'a pas pu avoir les échantillons du CSTB avant, donc le projet il a commencé un peu plus lentement, on va dire. On n'a pas encore tous les résultats, donc on vous présente un tout début de résultats. Donc pour les campagnes écoles, donc on a sur ce graphique mélangé les 33 échantillons. Donc je ne vais pas présenter en détail parce qu'on n'a pas le temps, mais globalement sur les 29 substances qu'on analyse, on en a quantifié 23 au moins une fois. La plupart ont été quantifiés dans tous les échantillons à des teneurs. Donc là, ce qui est représenté, c'est les teneurs pour chaque molécule. Donc il y a 4 graphiques parce qu'on voit que c'est des ordres de grandeur qui peuvent être très variables, de quelques dizaines de nanogrammes par gramme jusque tout à droite, plusieurs centaines de microgrammes par gramme. Et donc je vais juste faire un focus sur cette famille à droite, qui est la famille des benzalkonium, qui est utilisée dans tous les désinfectants, en fait, désinfectants de surface. Et donc on a fait une recherche dans les bases de données de vente en France et on s'est rendu compte qu'après le Covid, il y avait une augmentation notable de la consommation de ces substances. Et donc c'est peut-être pas étonnant qu'on les retrouve à ces quantités dans les poussières après nettoyage, évidemment.
Donc ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'il y avait eu des changements de pratique entre avant et après le Covid-19. Donc là, on a séparé ces 33 échantillons entre, à gauche, pour chaque substance, les échantillons qui avaient été prélevés entre 2014 et 2017, et à droite, ceux de 2023. Donc les tests statistiques montrent qu'on a une différence significative entre les deux types d'échantillons. Donc on peut évidemment pas, avec si peu d'échantillons et une variabilité, qui n'ont pas été prélevés au même endroit, conclure sur est-ce que c'est vraiment ces changements de pratique, mais on peut quand même relier cette augmentation à l'augmentation des ventes de ces substances entre les deux périodes. Et ça a aussi été confirmé sur l'enquête auprès des personnels de ménage qui ont réalisé, donc là c'était dans des écoles, donc c'est des boîtes, c'est des employés qui réalisent qui font le ménage, et donc et nos échantillons du coup. En tout cas, ils nous ont confirmé qu'il y avait des changements de pratique de nettoyage entre avant et après la Covid-19. Au niveau des campagnes logement, donc, on a à peu près les mêmes substances qui sont quantifiées. On n'a pas encore eu le temps de vraiment creuser. Déjà, on n'a pas tous les échantillons, donc on n'en a que 7 pour l'instant. On espère en arriver à une trentaine d'échantillons. Donc on ne peut pas encore vraiment donner d'informations sur les déterminants des variabilités, mais en tout cas, on a pu voir que sur 2 molécules en particulier, on avait certains logements qui étaient vraiment très élevés, et on a pu le relier à des pratiques concrètes chez les gens. Donc par exemple, cette molécule qui a un traitement anti-pousse, la personne a un chat et venait de faire son traitement, donc ça peut être en lien. Et ici, c'est quelqu'un qui avait des plantes à l'intérieur et qui a qui a déclaré dans ses pratiques qu'elle avait utilisé des phytosanitaires. Donc on en est au début du traitement, mais on aura peut-être plus de choses à vous dire la prochaine fois. Donc on a essayé, donc là aussi c'est un début de traitement, d'évaluer l'exposition et le risque lié à cette exposition. Donc là on est sur l'ingestion uniquement. Donc, ce qu'on fait, on calcule un quotient de risque. On utilise donc, à partir de la concentration qu'on mesure, on évalue une dose ingérée en fonction si on prend des tout petits, des enfants ou des adultes, donc à partir du poids corporel et de la quantité moyenne de poussière qu'on ingère par jour. Et on le compare à une dose de référence, donc qui sont les valeurs toxicologiques de référence pour lesquelles l'Agence nationale, donc l'ANSES, considère qu'il peut y avoir un risque ou pas. Donc ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on est pour la plupart des substances sur un risque minimal, mais on voit quand même que pour certaines substances, on s'approche d'un quotient risque de 1. Donc la question qui se pose, c'est quand même aussi, prise une par une, il n'y a pas de risque, mais est-ce qu'en mélange, il n'y a pas quand même des choses à réfléchir. Donc voilà, ça c'était pour les résultats un peu plus d'un point de vue chimie, mais ce qu'on voulait aussi essayer de faire dans ce projet, c'est comprendre et caractériser les perceptions et les pratiques. En fait, l'idée, c'est est-ce qu'on peut... comment on pourrait changer de pratique et essayer de limiter l'usage de ces substances pour diminuer notre exposition. Donc, dans l'idée de ces potentiels changements de pratique, il faut qu'on s'intéresse déjà aux pratiques des gens. Donc, c'est un stage qui a été également financé par le projet cette année, donc en sciences, plutôt volet sciences humaines et sociales, donc avec 3 objectifs: comprendre quelles sont les perceptions et les représentations des biocides et de la qualité de l'air intérieur, comprendre et caractériser les pratiques associées à l'utilisation des substances biocides, et comprendre les ressorts d'un potentiel changement de pratique. Donc son stage s'est basé sur une enquête qualitative de terrain. Donc c'est pas du tout ma partie, donc j'essaye de présenter le mieux que je peux, mais si je dis des bêtises, vous m'en voudrez pas. Donc elle s'est basée sur un guide d'entretien avec 4 parties. Donc une partie sur le bien-être dans le logement, une partie sur la perception de la pollution dans le logement, sur les pratiques et sur les potentiels compromis et négociations en vue d'un changement de pratique. Donc elle a ciblé son terrain sur Champs-sur-Marne. En raison de sa position géographique, du type de logement qu'il y a dedans, dans la zone, plutôt varié, et des variables socio-économiques. Voilà. Donc ces résultats, je vais être brève. Donc au niveau du bien-être dans le logement, ce qui ressort, c'est que la notion de bonne ou mauvaise qualité, donc j'ai écrit imprécis, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, c'est pas forcément objectif, c'est en lien avec l'expérience et le bien-être et la visibilité, donc est-ce que c'est sale ou est-ce que c'est pas sale, et surtout les critères dépendent vraiment des personnes. Pour certaines personnes, ce qui sent bon, ce qui sent un produit de synthèse lié au produit utilisé, c'est ça qui est le propre. Pour d'autres, ça va être l'inverse, surtout pas de produits qui sentent une odeur particulière. Et un autre résultat, c'est qu'il n'y a pas très peu de distinction entre l'air intérieur et l'air extérieur.
Donc, ça va être la pollution de l'extérieur qui va donner l'impression d'une qualité à l'intérieur de la maison. Ensuite, au niveau de leur connaissance sur la pollution dans le logement, ils ne considèrent pas leur logement comme pollué de façon générale. Et les biocides, ils ne savent pas pour eux, ils ne connaissent pas cette notion. Et comme c'est une pollution invisible, elle est pas connue. Au niveau de leur pratique, qui était un peu ciblée sur le ménage, c'est lié souvent à des habitudes ou des injonctions. Le ménage est vu surtout comme assainissant et dépolluant, donc ils ne peuvent pas imaginer que leurs pratiques de ménage peuvent induire une source de contamination. Et quand il y a eu des changements de pratique, c'était souvent en lien avec une rupture ou un événement de la vie, donc ça peut être une naissance ou une maladie, qui induit un changement de pratique dans le choix, par exemple, de produits. Et le changement ne peut être lié qu'à un gain, donc un gain d'efficacité, de prix ou pour l'environnement. Et donc il y a cette notion de gain qui est importante. Ils ne vont pas changer de produit juste pour l'environnement si ce n'est pas efficace, etc. Enfin, c'est ce qui ressort des entretiens. Et il y a quand même une idée qui ressort, c'est la responsabilité individuelle face à des logiques globales. Donc le changement de pratique individuelle n'est pas forcément bien accueilli. Ce qui est plutôt ressort, c'est la responsabilité due à la vétusté des logements quand c'est locatif, à l'offre commerciale de produits autorisés, etc. Donc c'est un peu rapide, vous pourrez peut-être préciser avec des questions, mais je vais laisser la parole pour la conclusion et les perspectives. Merci. Donc le projet a permis en fait de quantifier 23 substances dans les écoles et dans les logements, avec un maximum observé pour 2 ammonium quaternaires qui pouvaient atteindre pratiquement 2 mg par gramme dans les poussières des écoles, ce qui est une concentration très 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 élevée par rapport à ce qu'on a l'habitude de mesurer au niveau des composés organiques semi-volatiles, qui peut des fois être uniquement au niveau du picogramme par gramme, donc encore 1000 fois plus faible que le nanogramme par gramme. Dans les premiers résultats qu'on a montrés, donc il n'y avait pas de risque majeur par ingestion. Il y a quand même un risque moyen avéré pour les benzoalconium, le chlorure de benzoalconium et la cypermétrine. Et les perspectives en fait de ce projet, donc on a 2 perspectives déjà par rapport aux travaux qui sont en cours. Augmenter le nombre d'échantillons dans les logements au travers d'une campagne hiver, et puis ce qui nous concerne nous plus directement, c'est de faire le lien entre les campagnes mesurées et les métadonnées, donc tout ce qui a été relevé par ailleurs au travers de statistiques et de la recherche de déterminants. Dernière perspective, c'est de réaliser une enquête quantitative pour structurer les profils d'usagers et la possibilité d'accompagner les occupants dans leur changement de pratique. Et on réfléchit également à voir justement comment coupler dans le moyen terme, voire le long terme, nos compétences, à la fois au niveau du LESU, sur tout ce qui relève de l'analyse des substances biocides, de la chimie et des sciences sociales. Et puis nous, avec une vision plus globale, qualité de l'air intérieur, une connaissance aussi plus à grande échelle au niveau du parc et les statistiques qui sont menées. Donc au niveau du projet, le financement a permis de financer 2 stages, un en chimie, un en sciences sociales, de financer les analyses qui ont été réalisées pour la recherche des biocides, et des missions qui ont été réalisées par les équipes de sciences sociales ainsi que notre expertise. Donc il y a des premières données. Donc ce qui vous a été présenté, ce sont quand même il faut voir que les mesures de biocides dans les poussières, il n'y en a pas du tout en France. Donc c'est vraiment des premières données. Même dans le monde. C'est les premières données sur les substances biocides dans les poussières intérieures, que ce soit dans les logements ou dans les écoles. Et donc il y a des publications prévues, à la fois la base de données qui a été collectée et en termes de publications scientifiques. C'est aussi une étude exploratoire qui a été menée pour nous, et on pense que ce serait intéressant aussi de poursuivre cette collaboration et de chercher à étendre en fait ce qui a été mesuré là dans un petit échantillon à grande échelle pour avoir vraiment une image, une photographie finalement de l'exposition de la population en France.
Donc, on est en train de réfléchir à des futurs projets en commun là-dessus. Et le LESUI, donc c'est aussi rapproché de la communauté biocide qui est active au sein du CSTB. Voilà, merci pour votre attention.